Bonjour à tous, nous allons donc analyser l'entreprise Danone aujourd'hui selon une vision fondamentale. Donc avant de commencer, bien sûr, la présentation que vous allez voir n'est en aucun cas un conseil d'investissement car je suis un simple amateur. Euh, Bien évidemment, je vous invite à, avant acheter toute action, de faire votre propre analyse. Donc nous allons analyser cette entreprise selon le plan suivant. Nous allons voir dans les grandes lignes le business model de cette entreprise. Ensuite, nous allons rentrer dans les comptes de l'entreprise. Nous allons voir les entreprises de la concurrence du même secteur, les perspectives de Danone et enfin une petite note d'analyse technique sur le très long terme. Alors, pour commencer, donc l'entreprise Danone est une entreprise française qui cote sur Euronext, qui est une large cap avec la capitalisation est d'environ 39 milliards actuellement. Elle participe à l'indice du CAC 40 et l'Eurostoxx 50. Si on doit la classifier selon les critères de Peter Lynch, elle fait plutôt partie des stalwarts, donc des piliers, c'est-à-dire des entreprises avec une croissance modérée. Voilà. Elle agit dans le secteur de la consommation non cyclique et dans le sous-catégorie de l'agroalimentaire. Elle a un actionnariat flottant supérieur à 92%. Donc le business model se répartit selon trois branches. Une première branche qui est les produits laitiers et les produits et boissons d'origine végétale. Ensuite, une branche de la nutrition spécialisée, donc plutôt d'orientation médicale, adultes et enfants. Et ensuite, la troisième branche qui est l'eau en bouteille. On voit que elle est numéro 1 mondialement sur les produits laitiers frais et produits d'origine végétale. Elle est numéro 1 en Europe sur la nutrition spécialisée pour adultes et numéro 2 au niveau mondial pour la nutrition infantile et pour les eaux conditionnées. Donc leader dans plusieurs de ces marchés. Elle a un portfolio de marques assez étendu. Là, je vous ai mis les marques les plus connues d'une vision française. Donc les produits laitiers que vous connaissez, tout ce qui est Danone, Danette, etc. Et puis pour les produits d'origine végétale, la marque Alpro. Pour les boissons, elle a les grandes marques Evian, Volvic et Badoit. Et pour la nutrition infantile, Blédina et Gallia qui sont très bien implantées en France. Bien sûr, il y a plein d'autres marques qui sont connues en fonction des secteurs géographiques. Donc le chiffre d'affaires est réparti selon les trois branches de la manière suivante. Donc environ 54% pour les produits laitiers, 31% pour la nutrition spécialisée, 15% pour l'eau. En revanche, quand on s'intéresse à la marge opérationnelle en fonction des branches, on voit que en fait la nutrition spécialisée participe pour environ 50% aux bénéfices de l'entreprise, contre 35% pour les produits laitiers et 15% pour l'eau. Alors j'ai pris l'année 2019 parce que, comme vous le savez, en 2020, il y a eu le Covid qui a modifié l'équilibre historique de la répartition de ces business, avec un secteur particulièrement touché qui est celui de l'eau, et les autres secteurs qui ont plutôt été peu ou pas touchés dans leur business. On voit que cette grosse partie due à la nutrition spécialisée est due à la marge opérationnelle beaucoup plus élevée dans ce secteur qui est d'environ 25% contre 10 et 13% pour les autres secteurs. La répartition géographique, donc on voit qu'à 57% elle est dans les pays, on va dire, occidentaux, donc d'Amérique du Nord et d'Europe, et puis 43% plutôt sur les marchés émergents, donc plutôt bien réparti. Son business est bien réparti entre, on le voit, son premier marché, donc les États-Unis, le deuxième la Chine et en troisième la France, avec à chaque fois des produits dans les trois branches. Voilà un petit peu le business de Danone. Donc là, on va passer maintenant à l'analyse fondamentale. Alors, si on s'intéresse au compte des résultats, ce qu'on voit, c'est que le chiffre d'affaires
est stable, voire en discrète décroissance. Idem pour le résultat d'exploitation et le résultat net. Alors, ce qu'on espère, c'est que le petit décrochage de 2020, il y a un rebond notamment sur la branche haut, on verra un petit peu plus tard, et que ça s'associe de manière concomitante avec un rehaussement de la marge opérationnelle qui était plutôt historiquement autour des 15% et là qui est plutôt autour des 14%. Donc si on s'intéresse donc à la profitabilité de l'entreprise, on a une marge brute qui est à 48%, donc supérieure à 40%, ce qui selon la définition classique fait partie des critères de l'avantage compétitif durable. On a une marge opérationnelle donc très légèrement supérieure à 14%. On a un retour en equity à 11%, ce qui est correct. Un ROA sur A7 donc à 4,4%. Donc on voit que c'est une entreprise gourmand en capitaux et on a un ROIC autour de 12%, et ce qui sont des chiffres plutôt pas trop mal pour ce type d'entreprise. Alors la question c'est est-ce qu'on a un MOAT dans cette entreprise? Alors un MOAT ça veut dire DOVE en anglais. C'est un des critères préférés de Warren Buffett, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un avantage compétitif sur le long terme. Alors il y a différents types d'avantages compétitifs. J'ai mis une liste en fonction des objets que peuvent faire, les objets sur lesquels peuvent se positionner ces avantages compétitifs. Chez Danone, moi je retrouve essentiellement les actifs intangibles, c'est-à-dire la puissance des marques qu'elle a au portefeuille. Une marque comme Evian ou comme Volvic, on voit bien qu'elles ont une image de marque premium, idem pour les produits laitiers, et c'est d'autant plus vrai pour la nutrition spécialisée, notamment pour le lait infantile, où on voit qu'il y a une puissance de ces marges et donc un pricing power de l'entreprise qui permet de maintenir des marges opérationnelles plus satisfaisantes. Si on s'intéresse au bilan, on voit que c'est une entreprise qui est endettée avec un dette sur equity inférieur à 1, donc ça c'est correct, une dette sur EBITDA 2,5, donc c'est relativement là aussi correct, on est inférieur à 3, on a une dette qui est plutôt bien notée, un quick ratio qui est à 0,67 qui semble correspondre au standard de ce type de société, donc rien de catastrophique. À noter que Danone s'était financé dans l'année avec des taux proches de 0 ou à 0 je crois, donc vraiment une capacité à se financer facile pour ce type d'entreprise. Si on s'intéresse maintenant à la valorisation de l'entreprise, on a un PE ratio à 20 actuellement. Si on s'intéresse donc au PEG, alors il y a plusieurs différentes formes de calcul de PEG. Là j'ai fait quelque chose de robuste, peut-être pas la meilleure définition dans l'absolu, mais d'assez conservateur enfin comme approche. Donc j'ai pris le PER de 2020 que j'ai divisé par le taux de croissance des bénéfices de l'entreprise sur les 5 précédentes années, et donc j'ai un PEG à 2,73. Donc une entreprise qui est pas sous-valorisée, on va dire. Ensuite, dans les autres niveaux de valorisation, j'ai un price to cash flow qui est supérieur à 10, donc ça sera pas enfin, voilà, c'est correct, mais c'est pas, on dit que c'est très bas lorsque c'est en dessous de 10. Un VE sur EBITDA qui est en dessous de 13, donc qui est pas mal du tout. Ce qu'on voit surtout, c'est que par rapport à l'historique de la propre entreprise, que ce soit le PER ou le VE sur EBITDA, on est plutôt en dessous des moyennes historiques. Cela s'explique aussi par les prédictions de croissance de l'entreprise. Alors maintenant, si on essaye de valoriser l'entreprise, alors il y a effectivement la méthode DCF. Là, je dirais que c'est plutôt un proxy de cette méthode-là. C'est bien moins précis, mais c'est beaucoup plus rapide et ça donne, je trouve, une échelle de valeur de l'entreprise en fonction de plusieurs critères. Le bénéfice actuel, le taux de croissance de ces bénéfices qu'on en attend, la valorisation terminale qui semble logique, et surtout le discount rate, c'est-à-dire le bénéfice annuel qu'on attend de l'achat de cette entreprise. Et cela permet d'avoir un niveau d'acquisition optimal pour avoir ce que l'on a.
Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 scénarios. Un premier scénario qui est un scénario, on va dire, assez standard, un scénario qui est plus optimiste, notamment sur la croissance et la valorisation, et un scénario plus pessimiste. Et j'ai pondéré chacun de ces scénarios afin de moyenner un petit peu les différents niveaux de valorisation qu'on pourrait avoir. Donc je suis parti, si on prend le scénario classique, sur le bénéfice par action de l'année 2020 qui est donc à 2,99 €. Je lui ai mis un taux de croissance sur les 5 prochaines années de 6%, hein, donc, et de 3% de 5 à 10 ans. J'ai estimé que cette entreprise serait alors évaluée à la louche avec un PI ratio à 18, ce qui me met une valorisation terminale à 83,49 €. Si je m'attends à un discount rate de 5%, il faudrait donc que je l'acquière en 2021 pour un prix de 51,26 €. Alors pourquoi 5%? Ça c'est en fonction de l'approche de chacun et de ce que vous pouvez attendre de l'entreprise. Donc moi j'estime que cette entreprise, ça reste une entreprise plutôt défensive, donc elle ne va pas vous délivrer des taux, des discount rates très élevés. Je pense que 5% c'est un objectif satisfaisant. Cela ne tient pas compte aussi d'un dividende qui serait délivré et qui est actuellement au cours de l'action d'environ 3,3% au prix de l'action actuelle. Donc, ce qui nous ferait on va dire à la louche un retour sur investissement de 7% par an, plutôt 8%, mais en tout cas supérieur à 7% par an. Hein, vous savez que 7% c'est à peu près le taux que vous devez obtenir si vous voulez doubler votre mise en 10 ans. Donc quelque chose de relativement conservateur. J'ai fait donc un deuxième scénario avec des taux de croissance plus élevés et des niveaux de valorisation plus élevés en terminale. Donc j'ai effectivement un niveau d'entrée qui est là aussi plus élevé. Par contre, si je diminue les taux de croissance et la valorisation terminale, on voit que la valorisation intrinsèque est beaucoup plus faible. Donc si je moyenne, enfin si je pondère plutôt que moyenner, chacun de ces scénarios en fonction, on peut faire des scénarios plus ou moins conservateurs. Moi j'arrive avec une valorisation intrinsèque, alors bien sûr hein, c'est à la louche, hein, autour de 52-53 €. Voilà. Donc en sachant qu'actuellement l'entreprise, le cours est plutôt autour des 58-60 €. Voilà. Maintenant parlons des dividendes. Donc le rendement actuel il est de 3,3%. Il y a un taux de croissance lent mais sûr des dividendes sur les 10 dernières années d'environ 4% par an. Actuellement le PE ratio est élevé à 65%, ce qui a été déjà le cas par le passé. L'entreprise en général arrive à baisser ce PE ratio en faisant croître le bénéfice par action sans pour autant augmenter de manière proportionnelle les dividendes. Alors c'est plus une aristocrate du dividende depuis l'année dernière car elle a dû diminuer le dividende suite à la crise Covid. Récemment, du fait de la revisite de la politique de Danone, elle s'est désengagée d'un groupe laitier chinois pour 1,6 milliard d'euros et l'entreprise s'est engagée à redistribuer une grosse majorité de ses bénéfices, enfin de la revente en tout cas de cette entreprise, sur un projet de rachat d'actions dont le détail est à définir, donc un retour pour l'actionnaire indirect de 1,6 milliard d'euros. Alors maintenant, si on s'intéresse à la concurrence, si on regarde la performance boursière sur les 5 dernières années, on voit que Danone sous-performe son principal concurrent, hein, qui est Nestlé. Voilà. Les autres, je vous ai mis aussi des entreprises américaines, Mondelez et The Kraft Heinz, mais qui ne sont pas tout à fait sur le même secteur d'activité. Et c'est de même pour Unilever, hein, qui n'est pas tout à fait sur la même gamme de produits. L'entreprise qui se rapproche le plus, ou en tout cas qui est sur le même marché, c'est Nestlé. Que ce soit l'eau, que ce soit les produits laitiers ou que ce soit la nutrition spécialisée. Alors si maintenant on regarde les grandes lignes de ces entreprises, je me suis concentré essentiellement sur les entreprises européennes et surtout on va regarder Nestlé qui est sa plus proche. Alors on voit que la capitalisation de Danone est nettement inférieure à celle notamment de Nestlé ou d'Unilever, hein.
Donc c'est une entreprise beaucoup plus petite. En revanche, son PI ratio est beaucoup plus faible, notamment par rapport à Nestlé. Alors cela s'explique assez logiquement, par rapport à une marge opérationnelle donc, qui est inférieure, de 14% contre 17%. Une marge nette qui est là aussi inférieure donc de 8% contre 14,4%. Un retour en equity qui est là beaucoup plus faible, 11,6 pour Danone contre 25,03 pour Nestlé. Une croissance des bénéfices qui est là aussi inférieure, qui est à 7,32% contre 8,22% pour Nestlé. Et une entreprise qui est aussi plus endettée pour Danone, avec un leverage à 2,5 contre 1,71 à Nestlé. Donc ça explique la valorisation qui est différente. Nestlé, vous voyez que c'est une entreprise de meilleure qualité, avec probablement un des avantages concurrentiels aussi supérieurs, avec un business beaucoup plus large, mais avec un niveau de valorisation beaucoup plus élevé, mais avec une entreprise de meilleure qualité. Je vous ai mis Unilever qui est probablement un petit peu entre les deux. On a un rendement par contre du fait de cette plus faible valorisation aussi de Danone qui est plus intéressant, notamment pour un actionnaire français, puisqu'on pourrait avoir un rendement à 3,3% qui dans une enveloppe de PEA ne serait pas fiscalisé jusqu'à sa sortie et donc qui permettrait de bénéficier de l'effet des intérêts composés. Voilà. Alors maintenant, si on s'intéresse dans les grandes lignes à la perspective de l'entreprise Danone, les axes de développement sont, selon 4 axes, d'investir dans des marques avec une différenciation et probablement une création de valeur plus élevée. Donc d'évaluer effectivement la chaîne de valeur, bon ça c'est toujours, ça marche toujours on va dire. De revoir l'organisation qui avait été mise en place notamment par Emmanuel Faber et de se désengager probablement de certaines participations dans leur portfolio, et ça a déjà été fait en se désengageant notamment dans cette entreprise laitière chinoise. Si on s'intéresse aux résultats de 2020, rapidement ce qu'on voit c'est que finalement la nutrition spécialisée a été relativement peu impacté par le Covid, que les produits laitiers a même pu poursuivre sa croissance, qu'il y a une forte croissance notamment des produits d'origine végétale, avec une croissance des ventes à 15%. En revanche, on voit que le secteur de l'eau a été fortement impacté avec une diminution des ventes de plus de 16% et un écroulement de la marge opérationnelle de plus de 600 points. Donc l'essentiel de la chute du chiffre d'affaires et de la profitabilité de Danone s'explique par l'impact sur ce secteur d'eau qui devrait logiquement rebondir une fois la sortie de la crise sanitaire, une fois que les restaurants seront totalement réouverts, que les gens rachèteront des bouteilles d'eau dans les aéroports, dans les gares, etc. Cela devrait retrouver les chiffres précédents. L'objectif de l'entreprise, c'est de retrouver donc une marge opérationnelle supérieure à 15% dès 2022, d'augmenter bien sûr à moyen terme sa marge opérationnelle dans les hauts, donc plutôt vers 16-17% si possible, et de poursuivre une augmentation de la croissance de 3 à 5% des ventes. Bon, bien sûr, l'entreprise souhaite que tout cela se fasse tout en sauvant la planète. Alors maintenant, on va s'intéresser rapidement à l'analyse technique. Donc là, je vous ai mis un graphique avec selon une régression linéaire. Alors chez Danone, ça peut être intéressant. On voit que le coefficient de corrélation est élevé, à 0,76. Donc plus on est proche de 1, plus le coefficient de corrélation est élevé. Et donc probablement que cet outil a de l'intérêt. Ce qu'on voit, c'est que on a une croissance sur le très long terme qui est d'environ 4% par an de la valeur des actions, et qu'actuellement on est entre moins 1 et moins 2 déviations standard, donc plutôt dans une fenêtre basse de cette entreprise. Statistiquement, on peut estimer qu'il y a une chance un peu plus élevée, qu'il y a un retour à minima à la moyenne de sa progression sur le très long terme, et donc qui serait actuellement plutôt proche des 72 euros. Voilà, c'est juste à titre indicatif, ça ne prédit pas l'avenir, mais c'est des données statistiques
qui, là, à mon avis, ont un peu de sens au vu du niveau de corrélation, du coefficient de corrélation de cette entreprise. Si on regarde maintenant sur les chandeliers japonais sur du long terme avec une représentation mensuelle, ce qu'on voit, c'est que sur les 10 dernières années, elle était dans un couloir de croissance assez fiable et avec une bonne croissance, qu'elle a cassé ce couloir au début de l'année 2020 et qu'elle est actuellement bien sortie, qu'elle est allée toucher une diagonale de croissance de très 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 long terme, qu'elle a rebondi sur celle-ci et qu'elle est actuellement en train de travailler ce qui était une résistance autour des 60 €, puisqu'elle a touché à plusieurs points, que c'était le pic avant la crise des subprimes, voilà, qui avait fait effet de support à plusieurs reprises, notamment en 2016. Voilà. Donc on voit qu'elle travaille autour de ce point pivot des 60 €. Voilà. C'est juste simplement pour illustrer d'éventuels points d'entrée sur cette entreprise. Alors, on va maintenant s'intéresser à la conclusion. Alors, avant de conclure sur Danone, juste une petite checklist de fin pour éviter pour garder les pieds sur terre. Donc, c'est pour éviter de se prendre pour le nouveau Warren Buffett de Limoges. Donc, si on s'intéresse, si je valide, si je m'intéresse au fait que j'ai compris le business model de cette entreprise, oui, globalement, je me l'accorde. Je comprends que cette entreprise, elle vend des pots de yaourt et des bouteilles d'eau, donc j'arrive à comprendre ce qu'elle fait. Ensuite, est-ce que ce business sera toujours là dans 20 ans? Bah oui, on mangera des yaourts, on boira de l'eau et les enfants, ils auront besoin de lait infantile. Moi, à titre personnel, je suis consommateur de ces produits. Alors ça, c'est par exemple, donc pour le frigo, c'est un conseil de Peter Lynch. Donc il dit de ne jamais acheter une action si vous n'avez pas passé plus de temps à l'analyser qu'à choisir votre frigo. Donc, je vous rassure, je n'ai pas encore fait de PowerPoint sur mon prochain frigo. Donc on peut considérer que oui, j'ai passé un peu plus de temps et d'énergie à analyser Danone que sur mon prochain frigo. Donc, est-ce que cette entreprise a un risque de disruption? Il ne me semble pas. Je ne vois pas comment Elon Musk va révolutionner l'univers du yaourt ou de la bouteille d'eau. Donc j'ai envie de dire elle est plutôt protégée contre ça. Oui, il y a un moite chez cette entreprise qui est dans le portfolio de ces marques avec quelques marques très fortes. Voilà, il n'y a pas d'autres avantages concurrentiels majeurs à mon sens, mais des bonnes marques et sur le long terme ça compte. Les bémols de cette entreprise, elle a une très très faible croissance, donc moi je m'intéresse plutôt aux entreprises avec une croissance plus élevée. Et si on est dans une optique de très long terme, cette entreprise, elle ne sera pas un debugger, hein, elle ne va pas multiplier par 10 la valeur de ses actions, même sur du très long terme. Donc c'est pas ça qui va nous rendre riches. Et enfin la conclusion. Donc les éléments en faveur de l'action, à mon sens, c'est qu'il existe un moite qui repose sur la qualité des marques dans son portfolio, qui a des bons fondamentaux, qu'il s'agit d'une entreprise défensive qui délivre du cash de manière régulière, avec un positionnement intéressant plutôt dans la nutrition spécialisée, hein, car c'est là dont vient la moitié de ses bénéfices, plus qu'une simple entreprise purement agroalimentaire. Potentiellement, il pourrait y avoir des éléments qui cristalliseraient un rebond de l'action, ou en tout cas une reprise haussière sur deux éléments récents, donc probablement un rebond des résultats d'Adon, notamment avec le rétablissement de sa filiale dans l'eau, d'une part, et d'autre part la résolution de la crise de management qu'il y a eu avec la nomination d'un nouveau CEO. Enfin, l'intérêt pour l'actionnaire d'avoir à la fois une action qui délivre un rendement de bonne qualité, progressif, et avec une politique de rachat d'actions qui va être mise en place prochainement. Voilà. Pour les éléments contre, le facteur à mon avis le plus limitant, c'est la faible croissance de cette entreprise, hein, et donc les bénéfices qu'on peut en attendre en seront d'autant plus
limité. Il existe par ailleurs aussi un endettement qui est relatif, mais qui est relativement plus important que ces entreprises concurrentes les plus proches. Enfin, elle semble correctement valorisée, pas forcément très sous-valorisée, alors que ça soit sur l'estimation de la valorisation intrinsèque, là aussi, que ça soit aussi sur des critères de valorisation de type VE sur EBITDA ou PER. Elle n'est pas pour autant très bon marché, et donc ce qui nous laisse un peu moins de marge de sécurité si nos pronostics sont pas tout à fait réels. Et puis surtout, c'est à mon sens la question principale, c'est que si on recherche une entreprise dans ce secteur-là, avec cet aspect défensif, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choix alternatifs de meilleure qualité? Et se pose la question de Nestlé, qui est une entreprise avec des fondamentaux d'autant plus solides, alors qu'ils se payent aussi plus cher, bien évidemment, mais avec d'excellents fondamentaux. Voilà, avec en bonus une cotation en francs suisses. Voilà. Bien sûr, cette analyse n'est pas un conseil d'achat ou non. Il est absolument nécessaire de faire votre propre analyse. Voilà. Merci à vous et puis à bientôt. Au revoir.